Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa, de prendre à nouveau rendez-vous avec l'émission Le Maître d'Homme, une émission dédiée aux sujets qui font l'actualité au Gabon et dans notre pays. Cette semaine, on parle de ce Music Tour éducation lancé dans les établissements secondaires de Libreville par le lycée André-Gustave Anguillet, la ministre de l'Éducation nationale accompagnée du promoteur de ce projet dont l'objectif reste de lutter ou de sensibiliser dans le cadre de la lutte contre les violences en milieu scolaire. L'éducation nationale, c'est également d'autres sujets qui continuent évidemment de mobiliser la présence sur le terrain des partenaires sociaux du ministère de l'Éducation nationale, dont la CONACYCED. Et j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission, premier numéro de la semaine, le métronome Alain Mwangwadi en sa qualité de délégué général de la CONACYCED, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation. Monsieur Mwangwadi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'accepter une fois de plus l'invitation de Télé Africa. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir d'être sur vos plateaux. Alors, pendant 52 minutes, nous allons aborder certains sujets clés qui vous tiennent à cœur, vous, partenaires sociaux de ce système éducatif gabonais, notamment le point relatif à l'introduction de l'approche par des compétences dans le secteur éducation au niveau du secondaire dans les classes donc de 6e, je pense, 5e cette année 2024, pour le compte de la rentrée, enfin de l'année académique 2024-2025. On parlera également de réformes au sein de l'IPN, de la situation administrative des agents de l'éducation nationale, du paiement des vacations qui fait encore couler encre et salive, et de la gestion des actes administratifs au sein du secteur éducation dans notre pays. Alors, commençons par le premier point, celui relatif à l'APC, l'approche par compétences. On sait que c'est un système qui a été introduit dans le système éducatif gabonais il y a quelques années déjà dans le secteur primaire. Et cette année, 2024-2025, l'éducation nationale l'introduit donc au secondaire par les classes de 6e et 5e. Et plusieurs ateliers d'ailleurs ont été initiés sur l'ensemble du territoire dans tous les différents bassins pédagogiques. Quel est le regard que la CONACYCED porte sur l'introduction du système APC dans le secondaire au Gabon? Bien, merci de me donner la parole et de m'exprimer sur ces points. En ce qui concerne l'introduction de l'APC au secondaire, donc par les classes de 6e et 5e, la CONACYCED ne s'oppose pas à cela parce que l'APC est un nouveau système de pensée, disons, que nous voulons introduire dans notre système éducatif. Nous utilisions à l'époque l'approche par objectif. Aujourd'hui, nous allons par l'approche par les compétences. C'est-à-dire que nous voulons développer les compétences chez certains, chez nos enseignants, chez nos élèves. Et pour pouvoir introduire une telle réforme, il faut nécessairement les moyens. Parce que je me souviens que l'introduction de l'APC au primaire, à l'époque, avait été financée par l'Union européenne et ça avait coûté plus de 10 milliards. 10 milliards. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien coûte l'introduction de l'APC au secondaire. Pour introduire l'APC, il faut former les enseignants, parce que je rappelle qu'au niveau secondaire, les enseignants dans les écoles de formation ne sont pas formés en APC. Il faut former les encadreurs pédagogiques, parce qu'eux aussi, ils ne sont pas formés en APC. Donc nous découvrons tous l'APC. Ça veut donc dire qu'il faut nécessairement des ressources financières pour organiser les séminaires et les formations sur toute l'étendue du territoire. Avant d'aller plus loin, ce qui concerne justement la particularité de l'APC, est-ce que vous pouvez, pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir une idée précise sur la particularité de l'approche par compétences, essayer de nous mettre en relief quelques idées, forces qui peuvent nous aider justement à mieux comprendre quelle est la différence fondamentale entre l'APC et l'approche par objectif? Alors, l'APC, à l'approche par objectif, on évaluait des objectifs. C'est-à-dire qu'au lors d'un cours, l'enseignant se fixe des objectifs qu'il atteint au fur et à mesure. Et lorsqu'il évalue, il vérifie si l'élève arrive
à répondre, disons, aux réponses en fonction des objectifs qu'il a fixés. Or, en ce qui concerne l'APC, on développe des compétences. C'est-à-dire qu'on met l'enfant devant des situations, problèmes concrètes, souvent contextualisées. L'enfant doit pouvoir mobiliser toutes les ressources qui sont données pendant les cours pour pouvoir résoudre ces formations. Donc, l'enfant où l'élève est plus pratique dans sa manière de faire. Il ne se limite plus aux connaissances livresques, il arrive à transposer ces connaissances livresques sur des choses pratiques qu'il vit au quotidien chez lui. Donc c'est effectivement cette différence qui rend l'enfant plus actif dans l'assimilation des connaissances et du développement de ses compétences en s'appropriant les ressources qui lui ont été enseignées. Donc c'est une sorte d'indépendance qu'on donne à l'enfant dans l'action en ce qui concerne les apprentissages qu'il assimile. Est-ce que ça veut dire que l'APC est un instrument qui permet donc aux élèves de pouvoir construire ou structurer leur pensée à partir de leur propre expérience ou bien à partir de l'environnement dans lequel ils vivent? Est-ce qu'il s'agit pour cet instrument-là d'emmener les élèves eux-mêmes à pouvoir lire, comprendre, décrypter leur entourage? Tout à fait. Il reçoit des connaissances théoriques. Il doit pouvoir, c'est-à-dire qu'avec l'aide de l'enseignant, doit pouvoir transposer ses connaissances dans son milieu, dans son environnement. Et les situations, problèmes qui sont proposées sont des situations adaptées à son environnement. Donc au lieu d'aller chercher une situation, par exemple une évaluation qui parle d'un exercice qui se déroule à Paris, l'enfant aura un exercice qui est fixé, qui est élaboré en fonction de son environnement. Donc un des éléments qu'il faut, c'est la nécessité de former tous les enseignants gabonais dans l'élaboration de ces situations problèmes qui sont, si vous voulez, les situations d'évaluation en APC. Mais est-ce qu'en amont, les curricula, je sais, c'est comme ça, on les appelle. Justement, c'est de tout cela dont nous pensons qu'il y a une sorte de précipitation. Parce que nous sommes dans un processus. Normalement, il aurait dû d'abord avoir la finalisation du cadre curriculaire, donc la partie juridique, qui n'est toujours pas adoptée ce jour, parce que nous savons par exemple que le ministre a reçu, je crois la semaine dernière, la livraison de ce cadre curriculaire. Et ensuite, il était donc question d'élaborer les curricula, ainsi de suite, et les finalités pour chaque classe. Une fois ce processus bouclé, il était maintenant question de former les enseignants à ensuite introduire l'APC. Sauf que nous avons constaté que le gouvernement était plus ou moins pressé d'introduire. Donc, tout ce cadre n'était pas encore formel, si bien qu'à la rentrée, ils ont demandé l'introduction de l'APC en 6e et en 5e. Sauf qu'aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas les outils. Les livres qui étaient prévus être livrés en octobre ne sont toujours pas disponibles. Et il est donc difficile pour les enseignants disons, d'implémenter cette introduction de l'APC. Ça veut donc dire que l'APC aujourd'hui est gérée beaucoup plus par les encadreurs pédagogiques qui élaborent jusqu'à ce jour les situations, problèmes pour évaluer les apprentissages que par les enseignants eux-mêmes. Donc, il faut, disons, sortir de cette situation, c'est-à-dire donner aux enseignants tous les outils nécessaires pour concevoir leur cours, mais également pour élaborer leur situation problème. Alors, on sait qu'il y a eu une tournée, je pense, de la ministre de l'Éducation nationale et certains responsables du secteur éducation dans les différents bassins pédagogiques du Gabon, justement, au fait d'organiser des ateliers dédiés aux enseignants dans le cadre de cette introduction de l'APC au secondaire, dans les classes de 6e et de 5e. Que retenir finalement de ces ateliers-là? Alors, il faut d'abord rappeler qu'il y a eu deux types de formation. Il y a eu la formation des moniteurs auxiliaires qui s'est faite effectivement sous l'impulsion de Mme le ministre, qui a personnellement dirigé les séances de lancement de ces formations, et la formation des enseignants du secondaire qui s'est faite il y a à peu près un mois, où malheureusement les moyens n'ont pas suivi. Pendant que les agents publics de catégorie A1 vont à mission avec 100 000 francs jour par frais de mission,
les agents des catégories A1 du ministère de l'Éducation nationale sont allés avec presque 25 000 francs par jour par frais d'émission. Nous pensons qu'il y a une sorte de négligence de l'administration dans les actions qui concernent l'éducation de nos enfants. Nous pensons qu'il faut mettre les moyens nécessaires. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du budget mis à la disposition du ministère pour introduire l'APC au primaire, au secondaire. Je rappelle qu'au primaire, c'était un financement de l'Union européenne qui avait coûté près de 10 milliards. En ce moment, c'est la plus grande réforme de ces derniers temps, après l'introduction de l'APC au primaire. Maintenant, c'est l'introduction de l'APC au secondaire. Il faut mettre les moyens qu'il faut. Il faut normalement que les encadreurs pédagogiques soient au contact des réalités des enseignants. Non. Il ne suffit pas seulement d'aller former, mais il faut aller vérifier comment ces enseignants implémentent ce qu'ils ont reçu. Est-ce que la démarche du ministère de l'Éducation nationale n'a pas été finalement introduite en se disant on va y aller cette année 2024-2025, sachant que là on introduit pour les 6e et les 5e, en sachant évidemment que ces élèves qui sont en classe des 6e et 5e reviennent du primaire où ils ont ils ont expérimenté déjà l'APC. Ce n'est pas une découverte pour eux finalement. Nous sommes d'accord, sauf que c'est une découverte pour les enseignants. Je réitère que les enseignants ne sont pas formés en APC. Aucune école de formation du secondaire ne forme en APC, ni pour les encadreurs, ni pour les enseignants. Donc, c'est bien beau de le faire, sauf qu'il faut mettre les moyens qu'il faut pour réellement former correctement les enseignants. Faut pas, parce qu'aujourd'hui on parle d'expérimentation. Il ne faut pas qu'il y ait un rejet de l'APC derrière. Pas parce que les enseignants ont du mal à bien faire leur travail, mais parce que les conditions pour l'introduction de l'APC ne sont pas totalement réunies. Une réforme comme celle-là nécessite des ressources importantes. Donc comme je le disais, nous avons formé les enseignants de l'intérieur du pays. Moi qui vous parle, j'étais à Makoko. Logiquement, on aurait dû avoir des missions du terrain pour aller voir comment ces collègues mettent en pratique ce qui leur a été enseigné. Voilà. Donc, il y a tout cela, sauf que nous introduisons l'APC, mais les moyens qui vont pour implémenter notre réforme ne suivent pas. C'est pourquoi je viens ici interpeller les plus hautes autorités pour que les moyens suivent. Quelqu'un a dit que si l'éducation coûte cher, il faut oser l'ignorance. Je crois que le Gabon a fait le choix d'oser une véritable éducation. Il faut donc les moyens nécessaires pour que notre école fonctionne correctement afin que la jeunesse gabonaise reçoive l'éducation de qualité qui leur permettra d'être compétitive au niveau du monde actuel. Bon, maintenant que ce système a été introduit dans l'APC, introduit dans le système éducatif gabonais pour le compte de l'année académique ou l'année scolaire 2024-2025. On est bientôt dans les vacances de Noël, on va attaquer le second trimestre. Comment vous réagissez par rapport à l'évaluation justement des élèves ou des capacités d'acquisition justement de ces connaissances-là, pratiques des élèves pour le compte de l'année 2024-2025? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour le moment, ce sont les encadreurs pédagogiques qui élaborent les situations problèmes, donc les situations d'évaluation des enseignants, les élèves. Donc, la première formation qui a été faite il y a à peu près 2 semaines, il était question d'aller donner aux enseignants les rudiments pour élaborer eux-mêmes ces situations. Je crois qu'ils peuvent, avec ce que nous avons fait sur le terrain, ils peuvent déjà élaborer les situations formatives, c'est-à-dire que pour voir si les élèves sont plus outillés pour être évalués. Maintenant, après cela, les conseillers vont peut-être continuer à le faire, mais il faut nécessairement qu'il y ait d'autres formations pour que chacun puisse avoir les outils. Par exemple, en ce qui concerne l'enseignement. En ce qui concerne les sciences physiques, nous avons 2 démarches. Une démarche expérimentale et une démarche étude documentaire. Il faut bien que ces collègues reçoivent toutes ces petites pratiques et que nous ayons la possibilité de vérifier comment ils font pour avoir la main. Donc il faut nécessairement d'autres formations dans de meilleures conditions que celles que nous avons faites, parce que je réitère, quelqu'un est parti de Libreville pour
Makokou avec les ressources qui ne lui permettent pas de mettre les enseignants dans de bonnes conditions. On ne peut pas venir garder les enseignants pendant toute une journée sans leur offrir de l'eau. Non, c'est du jamais vu. Ce sont des choses inconcevables. Et si nous voulons que les enseignants soient performants, il faut tout faire pour leur montrer que nous sommes avec eux et que nous voulons qu'ils réussissent dans cette introduction de l'APC que nous avons entreprise. Alors, si vous dénoncez les limites de l'introduction de l'APC dans le système éducatif pour le compte des classes des 6e et 5e, parce que vous dites que les enseignants ne sont pas formés, qu'il y a un problème d'outils ou d'instruments, sur quelle base les élèves de classe des 6e et 5e seront-ils évalués de façon efficace cette année? Je vous ai dit, même si quelqu'un appelle cela du bricolage, mais on nous a également dit que le bricolage, tout commence par un bricolage. C'est nous qui, c'est-à-dire les conseils pédagogiques, proposent les évaluations. Nous avons élaboré, en ce qui concerne l'IPN, les tableaux de ressources, nous avons élaboré les progressions. Les enseignants suivent ces progressions et au fur et à mesure qu'on avance, l'IPN et l'IGS met à la disposition des enseignants les évaluations. Et j'ai vu quelqu'un dire je crois dans les réseaux sociaux que c'est le cabinet du ministre qui évalue. Ce n'est pas le cabinet du ministre qui évalue, ce sont les encadreurs pédagogiques qui élaborent les situations problèmes, les transmettent aux élèves et aux enseignants qui les font passer dans les salles de classe. Donc tous les élèves du Gabon sont normalement évalués sur les mêmes situations problèmes. Maintenant, aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont réticents, mais c'est tout à fait normal que lorsqu'on veut introduire une innovation, qu'il y ait des réticences. Mais l'objectif, c'est à l'administration de tout faire pour qu'il n'y ait pas trop de réticences, mais que chaque enseignant s'approprie l'introduction de l'APC et qu'il s'investisse au maximum pour que l'élève gabonais soit le gagnant dans ce processus. Justement, après avoir lancé ce processus, initié des formations, formé, vous étiez à Makokou, proposé donc ces évaluations. Est-ce que vous avez un retour depuis là? Est-ce que vous pensez au terme du premier trimestre que cette phase expérimentale a été bien assimilée et par les professeurs et les élèves? Bon, le premier trimestre est déjà terminé, parce qu'effectivement, il est terminé. Est-ce que vous avez une... Oui, bon, de ce qui nous revient, oui. Les résultats, disons, en niveau 5e, 6e et 5e sont meilleurs qu'avant. Bon, nous n'avons pas encore les véritables statistiques, mais de ce qui nous revient, c'est que les enfants ont mieux travaillé. Maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut réellement faire une véritable évaluation pour savoir clairement qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il y a à corriger. Donc j'encourage l'administration à tout faire pour que d'autres formations soient faites sur le terrain. Malheureusement, les vacances ont commencé et ça va se terminer. Ça va nous dire qu'on va peut-être attendre le mois prochain. Surtout qu'il va y avoir sur le terrain les 700, disons les 900 enseignants qui ont été recrutés, qui pour certains n'ont jamais été formés en APC et même quelquefois en pédagogie. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un suivi pour voir clairement si les enseignants qui ont suivi ces formations suivent et que d'autres, ceux qui ne suivent pas, on pourra corriger. Mais là aussi, il faut qu'il y ait des missions des inspecteurs et conseillers pédagogiques sur le terrain pour aller vérifier comment les uns et les autres appliquent l'introduction de l'APC. Merci de reprendre donc le cours de cette émission. Je suis avec Alain Mwangwadi pour faire le point sur cette actualité en rapport avec l'éducation nationale, notamment l'introduction du système APC dans le système éducatif gabonais pour les classes de 6e et 5e. Nous étions, Alain Mwangwadi, en train de faire donc le point sur l'introduction de ce système APC. Vous aviez évoqué certaines carences, certaines limites. Et je vous posais la question, celle de savoir, en temps normal, déjà, il y a des problèmes par rapport à la disponibilité des enseignants, qui se fait surtout ressentir de façon négative dans le domaine des matières scientifiques, pour ce qui est, par exemple, des mathématiques ou même des sciences physiques ou des SVT. Alors, comment est-ce possible d'évaluer de façon efficace un élève dans ce genre de conditions?
Oui, c'est tout à fait difficile. Je le disais tout à l'heure, l'État a fait un effort de recruter un peu plus de 700 enseignants, les sciences, donc maths, sciences physiques, SVT. Sauf qu'il faut nécessairement qu'il y ait un accompagnement de ces enseignants sur le terrain. Mais également les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les sciences sont des activités pratiques. Il faut des laboratoires. Je me souviens que Madame le ministre nous a parlé une fois des kits microsciences qui, à mon avis, ne règlent pas le problème parce que nous n'arrivons pas à faire toutes les manipulations qu'il faut dans nos laboratoires. Donc si nous voulons réellement former des scientifiques, des hommes et des femmes qui seront capables de prendre le pays ou l'industrie du pays dans quelques années, il faut réellement que l'État gabonais mette les moyens dans la construction des salles de classe dignes de son nom, mais également des laboratoires. Nous sommes heureux que des écoles PISA sortent du terrain, mais nous constatons par exemple que dans les premiers établissements, c'est un seul laboratoire de SVT, un laboratoire de sciences physiques. Il faut 2 ou 3 laboratoires dans chaque établissement pour permettre à tous les enfants de manipuler. Il faut également que les ressources financières qu'il faut pour faire vivre les établissements arrivent à temps. Je me souviens qu'il y a quelques années, les départements avaient des budgets pour faire fonctionner leur département, pour acheter des piles, des ampoules et autres, pour faire les premières expériences. Il faut que ces ressources soient rendues disponibles dans nos établissements si nous voulons réellement que l'enseignement où la pratique de l'enseignement se fasse dans les meilleures conditions. Alors, il faut que les enseignants puissent s'épanouir dans l'exercice de leur profession. Il faut qu'ils aient du plaisir à enseigner. Avoir du plaisir, c'est avoir des conditions idoines, avoir des effectifs réduits et avoir le matériel qu'il faut. Est-ce qu'il y a un problème de programmation qui se pose aujourd'hui, d'où l'incapacité du ministère de l'Éducation nationale à pouvoir corriger toutes ces limites-là? Bon, j'ai vu que dans le cadre du passage du ministre de l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale, je crois qu'elle solliciterait une enveloppe de 116 milliards. Je pense que c'est déjà un départ. Parce que si nous voulons réellement restaurer la dignité de l'école, il faut mettre les moyens qu'il faut pour faire fonctionner l'école. L'école a besoin de l'argent. Pour le matériel didactique, il faut les moyens. Donc, il faut aussi que l'État équipe les établissements. Aujourd'hui, on a l'impression que l'outil informatique est encore un luxe. La connexion Internet, c'est encore un luxe. Il faut que nos établissements soient totalement équipés pour nous permettre d'être plus performants dans le travail que nous faisons. Alain Mwangwadi, il y a un lien entre l'introduction de l'APC dans le système éducatif gabonais, dans les classes de 6e et 5e, et l'IPN. Aujourd'hui, on parle des réformes au sein de l'Institut pédagogique national. À quel niveau sont ces réformes? Bien, déjà, nous déplorons le fait que l'IPN ne soit pas considéré à sa juste valeur. C'est la cheville ouvrière de l'innovation pédagogique, du fonctionnement pédagogique. Il faut donc élever l'IPN au niveau administratif qui lui convient, au niveau de la DGEC, au niveau des grandes directions. Or, aujourd'hui, l'IPN fonctionne comme une direction simple. Et elle est logée sous la direction générale de la recherche. Donc, au niveau du Sénarest. Et l'IPN fonctionne aujourd'hui avec 500 000 francs de budget. Annuel. Vous croyez qu'il est normal? Non, nous souhaitons, parce que nous ne savons pas à quel niveau se trouve le processus de réforme, parce qu'il faut d'abord revoir les textes de l'IPN. Malheureusement, nous ne savons pas à quel niveau ça se situe, et nous souhaitons que les textes de l'IPN aboutissent et que les ressources qui vont pour le fonctionnement de l'IPN soient également mises à la disposition. L'IPN n'a aucun véhicule de service, vous pouvez imaginer? D'abord, c'est situé à Ngonje. L'IPN doit pouvoir se déployer, disons, les conseils pédagogiques doivent pouvoir se déployer sur tout le territoire national et même au niveau de la province de l'Estuaire, avec aucun outil de transport, aucun moyen de transport. Donc, je crois qu'il faut nécessairement, comme le président de la transition le fait pour toutes les autres administrations, et d'ailleurs, ce n'est pas la seule administration qui est dépourvue de moyens de transport. Je crois qu'il faut que
notre administration, l'Institut pédagogique national, qui est la cheville ouvrière de l'innovation pédagogique au Gabon, soit doté de tous les moyens qu'il faut pour permettre à ce que tous les enseignants bénéficient de la présence des encadreurs pédagogiques. Je parlais tout à l'heure de programmation. Je reviens sur ce mot en rapport avec la situation de l'Institut pédagogique national, donc l'IPN. Est-ce qu'il y a eu un manque d'évaluation ou de perspective de programmation par rapport à l'IPN au regard de l'évolution du pays dans tous les domaines, notamment sur le plan démographique? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que justement l'IPN est resté à ce niveau-là? Alors, l'IPN, à mon avis, est victime d'une mauvaise gouvernance. Je ne sais pas à quel niveau, parce que l'IPN, à l'époque, il paraît qu'elle était dirigée par des coopérants. Et le budget de l'époque, il me revient qu'il était autour de 600 millions par an. Et depuis que la coopération française a remis le dossier de l'IPN entre les mains de l'État gabonais, nous n'avons plus les ressources pour fonctionner. Et les différents ministères, ministres qui sont, disons, succédés, il y a certains d'entre eux qui ont logé l'IPN au niveau de la recherche scientifique. Or, l'IPN est un outil du ministère de l'Éducation nationale. Même s'ils ont un pan de la recherche, mais ils sont beaucoup plus, disons, orientés vers la contextualisation des programmes de notre système éducatif. Donc, je ne sais pas d'où vient le problème, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des partenaires que nous sommes. Nous souhaitons donc que chacun d'entre nous s'investisse, chacun à son niveau, pour que la situation de l'IPN soit changée et que les moyens qui vont avec soient mis à la disposition des responsables de l'IPN et de tous les agents de l'IPN. Vous imaginez? Nous n'avons même pas, nous cotisons au niveau de l'IPN pour équiper nos différents départements. Donc, l'éducation nationale, c'est la seule administration où l'agent est obligé de mettre la main à la poche pour faire vivre l'administration. Et ça, c'est pas normal. Il faut que l'État se reprenne et corrige ces quelques incohérences qui n'honorent pas notre système éducatif. Il y a certains reproches qui sont faits, notamment par des Gabonais, au regard de l'élaboration des différents programmes dans le système éducatif national. Certains se demandent pourquoi est-ce que on a du mal à pouvoir introduire dans ces programmes-là certaines œuvres faites par des Gabonais. Pourquoi est-ce que depuis des décennies, on a recours à des œuvres qui viennent hors des frontières gabonaises? Comment expliquer justement cette situation où l'histoire du Gabon, la réalité gabonaise telle que décrite par les historiens ou même par les hommes des lettres Gabon a du mal à pouvoir prospérer dans notre système éducatif? Je crois que le problème est d'abord de nos programmes. Quelles étaient les orientations de nos programmes? Et c'est aujourd'hui avec l'APC que nous avons choisi de contextualiser nos programmes et nos activités. Ça veut donc dire qu'à partir de cet instant, nous n'avons pas de choix que de nous orienter vers les œuvres des Gabonais. Et aussi, reconnaissons qu'en vérité, nous n'avons pas, en ce qui concerne par exemple les sciences, d'ouvrages typiquement gabonais. Et c'est ça, là je félicite Madame le ministre qui a lancé le processus d'impression ou d'élaboration des ouvrages gabonais dans toutes les matières. Maintenant, nous espérons tout simplement que ce processus va se poursuivre et que les Gabonais seront réellement enseignés avec des ouvrages qui tiennent compte de leur contexte. Les anciens programmes avaient beaucoup plus une orientation extérieure. On étudiait le programme, l'histoire de la France, l'histoire du monde, mais très rarement l'histoire du Gabon. Et pour le moment, en ce moment, nous avons l'occasion d'intégrer, de faire connaître aux jeunes Gabonais l'histoire de notre pays, en commençant peut-être par l'histoire proche de son quartier. Je suppose qu'avant qu'un enfant n'ait étudié l'histoire du Gabon tout entier, il peut connaître ce qui s'est passé chez lui et quels sont les hommes qui ont permis, par exemple, le développement de leur quartier ou de leur ville. Je pense qu'on devrait avoir une telle orientation pour aussi valoriser les scientifiques gabonais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile, mais nous avons eu des grands scientifiques. Et il faut que dans nos ouvrages,
qu'on tienne compte d'eux dans ce que nous faisons au cours des apprentissages. Alain Mwangwadi, alors on sait évidemment que le Gabon a été également impacté par le processus d'évolution. Aujourd'hui, il y a une multiplication des bassins pédagogiques sur l'ensemble du territoire, un boom de la démographie en ce qui concerne le nombre des élèves. Ce n'est pas le même nombre qu'il y avait dans les années 60 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'IPN remplit encore ses missions régaliennes au regard des exigences d'aujourd'hui? Déjà, l'IPN, à mon avis, a été en retard. Déjà, en ce qui concerne le personnel. Vous pouvez imaginer qu'un grand département comme les sciences physiques, il y ait seulement 10 conseillers pédagogiques. L'IPN paye des dysfonctionnements de l'administration. Parce qu'à un moment, devenir encadreur pédagogique était un luxe. Ça avait été verrouillé. Et vous savez, par exemple, que pendant des années, les formations des inspecteurs et conseillers pédagogiques avaient été suspendues. Donc l'IPN paye de ces dysfonctionnements. Maintenant que nous avons compris qu'il faut former des encadreurs, je crois qu'en ce moment, il y a près de 200 conseillers pédagogiques en formation à l'ENS. Ça veut donc dire que dans quelques années, ou dans 1 ou 2 ans, le nombre va augmenter. Il faut donc que ce processus de formation... Dans les différentes matières. Dans les différentes matières, oui. Je crois qu'en sciences physiques, il y aurait 15 en formation. Donc avec ceux qui sont déjà là, ça va faire 25. On espère que dans 2 ans encore, il y aura une nouvelle fois le concours pour la formation de ces conseillers pédagogiques. Et il faut maintenant créer des directions de l'IPN, à mon avis, au niveau provincial, pour servir de relais dans l'encadrement et l'accompagnement des enseignants. J'espère que la réforme de l'IPN se poursuivra jusqu'à ce niveau. Mais justement, revenez sur les missions régaliennes qui sont dévolues à l'IPN. Les missions régaliennes de l'IPN, c'est l'élaboration des programmes, l'élaboration des manuels, l'encadrement et la formation des enseignants. Ça veut donc dire qu'il y a un côté de proximité. Donc ça ne peut pas seulement se faire dans la direction à Ngongé, ça doit pouvoir se faire dans les établissements. D'ailleurs, beaucoup d'encadreurs pédagogiques passent leur temps dans les établissements, sauf qu'ils ne sont pas nombreux. Quand vous prenez le cas des sciences physiques que je connais, nous avons 2 conseillers pédagogiques par bassin au niveau de Libreville. Il y a également des activités de conception des épreuves, des sujets, de tout cela. Le travail est fastidieux. Je pense que nous gagnerons réellement à former un grand nombre d'encadreurs pédagogiques pour fixer certains d'entre nous dans des tâches et missions précises. En ce moment, il n'y aura pas de chevauchement des uns et des autres et nous pensons que nous allons être plus efficaces dans le travail que nous faisons. Et cette efficacité-là, évidemment, elle repose aussi sur les budgets alloués à l'IPN. Vous avez parlé de 500 000 francs CFA 500 000 annuels. francs CFA annuels. Et nous espérons que, et c'est d'ailleurs ce que nous voulons, parce que tant que l'IPN sera logé au niveau de l'enseignement supérieur, ça veut donc dire que le budget qui est affecté, nous ne savons pas clairement ce qui est affecté pour le compte de l'IPN. Mais ce qui nous revient, c'est que le directeur général ne reçoit que 500 000 francs pour faire fonctionner l'IPN. Il faut des encres, il faut du carburant, il faut du matériel pour équiper les bureaux. Avec ça, nous ne pouvons rien. Et nous sommes obligés de mettre de l'argent dans nos, disons, la main à la poche pour organiser des animations pédagogiques. Ça veut dire quoi? Si je vais à Ovendo organiser une animation pédagogique où je dois garder les enseignants toute une journée, je suis obligé de mettre la main à la poche pour payer de l'eau, pour imprimer les documents, pour faire un partage de connexion, pour permettre à certains enseignants de se connecter pendant que nous travaillons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que le secteur éducation est un peu brimé. D'autres crient dans le genre que celui que vous êtes en train d'émettre dans le métronome de ce jour, on les entend aussi dans le secteur éducation, notamment à l'ENS. Ces établissements ou ces grandes écoles ou ces structures qui ont une double tutelle ont un mal certain à fonctionner. Comment sortir justement de cette situation? Pour en sortir, je pense qu'il faut que les acteurs impliqués s'asseyent. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs exemples d'écoles qui forment des cadres de haut niveau qui sont sous une tutelle. Vous prenez l'ENA. L'ENA est une école supérieure qui, sous la tutelle de la fonction publique,
mais qui appartient spécifiquement à la fonction publique. Les enseignants-chercheurs qui vont faire cours viennent en tant que vacataires. Nous avons, c'est le cas de l'École nationale de la magistrature, je pense qu'il nous faut un modèle à nous. Il faut qu'on s'asseye pour s'accorder sur le modèle. Et il faut donc nécessairement revoir les textes qui régissent l'école normale supérieure, et je crois même l'ENSET, nous accorder sur le modèle que nous voulons. Une fois que nous nous serons accordés sur le modèle, les différents responsables vont s'impliquer pour un meilleur fonctionnement de nos établissements. Parce que moi, ma réaction, c'est que j'ai peur que l'ENS se retrouve dans la même situation que l'IPN. Parce que l'IPN, aujourd'hui, est sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, mais les moyens mis à la disposition de l'IPN n'arrivent pas totalement. Or, si nous allons dans un conflit inutile et que l'IPN, par exemple, reste toujours sous tutelle de l'enseignement supérieur, nous aurons du mal à bien faire vivre notre établissement. Or, l'idéal, c'est que les enseignants qui sont formés sortent de là avec le niveau qu'il faut pour donner aux élèves gabonais une véritable éducation, des vraies valeurs et des vraies notions dont ils ont besoin pour se déployer et se développer. Alors, l'approche, elle est scientifique, elle est juridique, toiletter le cadre législatif qui ferait en sorte justement que ces différentes grandes écoles ou ces différents établissements-là puissent avoir une tutelle clairement identifiée en fonction de leur spécificité. C'est un problème que le gouvernement devrait prendre à bras-le-corps. Bien sûr. Si le Premier ministre, chef de gouvernement. Oui, le Premier ministre, le président de la transition. Vous savez, moi je pense, je le dis, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que le CTRI n'a pas encore donné l'impulsion qu'il faut pour donner une autre image à notre système éducatif. J'ai peur que les tares que nous avons développés dans le système Bongo PDG nous poursuivent dans le Gabon que nous voulons développer. L'éducation est la cheville ouvrière du développement. Il faut nécessairement que les plus hautes autorités s'en approprient et qu'ils fixent le cap. Nous voulons aller où? Quels Gabonais nous voulons former? Une fois que le président de la transition aura clairement défini ce qu'il veut faire de la jeunesse gabonaise, en ce moment, les techniciens s'asserront pour élaborer les programmes adaptés pour. Sauf qu'aujourd'hui, personnellement, peut-être que je me trompe, je ne vois pas encore le cap. Et nous espérons que d'ici là, les choses seront clairement définies et présentées pour le bien de notre système éducatif. Alain Mwangwadi, autre point que vous souhaitez aborder dans cette émission, le métronome de ce jour, le point relatif à la gestion des situations administratives des agents du secteur éducation. On vous a souvent vu, vous et l'ensemble des partenaires sociaux du monde de l'éducation nationale, battre parfois le bitume, être vent debout pour donner de la voix par rapport à cette situation. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous déplorons le fait que le gouvernement ne communique pas clairement sur la régularisation des situations administratives. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui vont à la fonction publique. On leur dit en machine, votre situation est régularisée. Mais sauf que l'effet financier qui va avec ne suit pas. Le rôle de l'État, c'est aussi d'expliquer aux compatriotes, aux Gabonais, dans quelle situation on se trouve. Aujourd'hui, nous avons encore des collègues qui sont en pré-salaire. Or, lors de la rentrée 2023-2024, le président de la transition avait mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale 1000 postes budgétaires pour essentiellement régler les mises en solde des sortants d'école et des collègues en pré-salaire. Sauf qu'à ce jour, il y a encore des collègues qui sont en pré-salaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le ministre ne nous dit pas clairement pourquoi ces collègues ne sont pas encore passés en solde? Il nous revient que dans les discussions, les fiches bleues auraient été signées et que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui retarde la transmission des dossiers au niveau de la fonction publique. Il y a une injustice. Il y a des collègues qui sont arrivés à peine, qui sont passés en solde, pendant que les autres qui travaillent depuis des années sont encore en pré-salaire.
Donc nous souhaitons que cette situation soit réglée. Il y a également les collègues qui sont en activité dans les établissements confessionnels. Alain Mongwadi, restons sur cet aspect, ce point que vous venez de soulever. Comment l'expliquer justement qu'il y ait des gens qui sont pré-salaires depuis des années et ceux qui viennent à peine d'arriver sont déjà mis sur solde? Est-ce que c'est une opération qui se fait à la tête du client? C'est ce que nous ne comprenons pas, parce qu'en tant qu'organisation, nous avons introduit une demande d'audience au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Ça fait 4 mois aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Nous pensions que nous pouvions aller parler de vive voix de ces situations et qu'on nous dirait qu'est-ce qui bloque. Tout ce que nous avons comme information aujourd'hui, c'est des informations officieuses. Un coup, on nous a dit que les dossiers étaient à la DCRH, un coup, on nous dit que les dossiers sont au secrétaire général, un coup, on nous dit que les dossiers sont au cabinet du ministre. Les dossiers sont exactement où? On nous dit que le ministre de la fonction publique attendrait le dossier pour que ses collègues passent en solde. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de retour. C'est au ministre de nous dire où se situe le problème. Nous avons également introduit la même demande d'audience au cabinet du ministre de la fonction publique pour qu'on nous explique où se trouve le problème. Malheureusement, il y a un silence total autour de ce dossier. L'autre fait, comme je vous disais, c'est le cas des collègues qui sont en activité dans les établissements confessionnels. Nous avons posé le problème depuis quelques années. Le ministère a tenu une commission qui a traité de ces dossiers. Il nous revient que le président de la transition aurait donné 1000 postes budgétaires pour mettre en solde ses collègues. Sauf que jusqu'à ce jour, c'est silence radio total. Aucune information ne filtre. Or, c'est le rôle de l'administration de nous expliquer quel est réellement le problème. Est-ce que les postes budgétaires ont réellement été donnés? Ou bien c'est du Congo-ça, comme on dit. Je veux dire, après que le président de la République ait donné et permis à ce qu'il y ait 1000 postes qui se créent dédiés au secteur éducation, est-ce qu'il y a une commission technique qui a été mise en place qui fait le lien justement malheureusement, pour le suivi? Et c'est ce qu'on reproche à notre ministère. Parce que nous avons du mal aujourd'hui à évaluer les décisions prises par le président de la transition. On a donné 1000 postes budgétaires. Il y avait combien d'enseignants en attente de postes budgétaires? Combien, oui. Il reste combien? Je me souviens même au cours d'une audience avec le président de la transition, il y aurait même une rallonge de postes budgétaires. Je crois de 300 postes budgétaires. Jusqu'à ce jour, personne ne nous dit ce qu'on a fait de ces postes budgétaires. Or, il y a des enseignants qui sont en attente de postes budgétaires. Est-ce que vous, en tant que partenaires sociaux du secteur éducation, vous avez cherché à savoir, les différents syndicats, cherché à vous rapprocher du ministère de l'Éducation, de la ministre Camilla Tountoum-Leclerc pour en savoir plus? Le délégué général que je suis a introduit une demande d'audience, parce que c'est seulement en discutant avec le ministre que nous pouvons avoir certaines de ces informations. Malheureusement, ça fait, je crois, 3 ou 4 mois aujourd'hui, cette demande d'audience n'a toujours pas de suite. Je suppose, c'est peut-être la connaissance qu'elle ne veut pas recevoir, mais je sais qu'elle a reçu, par exemple, le syndicat de l'enseignement technique. Je ne sais pas s'ils ont évoqué ce sujet. Mais nous ne pouvons pas expliquer aux enseignants ou dire aux enseignants les informations que nous n'avons pas. Si l'administration ne nous les donne pas. Sinon, ça devient de la spéculation. Donc, nous souhaitons que l'administration de l'éducation nationale soit plus réactive. C'est-à-dire que lorsque les gens posent des problèmes, disent des choses, ils n'ont pas forcément quelque chose contre le responsable. C'est parce qu'ils veulent être éclairés pour mieux expliquer les choses à leurs partenaires. À leurs camarades, je veux dire. Alors, un autre point en rapport avec cette gestion des situations administratives dans le secteur éducation. Oui, au-delà de la mise en scène. Non, je parlais effectivement des situations. Aujourd'hui, par exemple, les reclassements après stage. Il y a des collègues qui ont 2 reclassements après stage. C'est-à-dire qu'il était instituteur. Il allait faire un stage pour devenir conseiller pédagogique. Il est revenu. Il est reparti faire un stage d'inspecteur, il est revenu. Il n'est toujours pas reclassé. Alors, c'est quoi le problème? Il faut que le ministère de la fonction publique nous fasse un point clair. Qu'est-ce qui a été régularisé? Qu'est-ce qui n'a pas été régularisé? Ou bien il nous ouvre un guichet où les gens vont aller présenter leur situation et on leur dira qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que leur situation change. Or, c'est l'omerta totale. Et ça n'aide pas les agents publics à être sereins. Il faut que notre gouvernement change de manière de communiquer. Ce n'est pas en gardant les informations qu'on édifie le peuple. On explique aux gens
ce qui ne va pas. Pourquoi on va à la fonction publique, on nous dit, vous avez une situation déjà régularisée, sauf qu'il n'y a pas l'effet financier. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir l'effet financier? Ça, c'est à l'administration de nous l'expliquer. Alors, Alain Mwangwadi, il y a une autre actualité qui ne concerne pas que les agents du service public du secteur éducation, mais l'ensemble des agents publics de l'État. C'est un rapport avec le paiement dit des rappels. Quelle est la situation dans le secteur éducation? Mais la situation est la même dans toutes les administrations. Nous avons déploré la manière dont les choses se sont faites. Parce que lorsque le paiement de rappel a été annoncé, nous pensions que le gouvernement ou l'administration allait clairement annoncer la procédure. C'est-à-dire demander aux Gabonais, aux agents publics de déposer leur dossier, laisser la possibilité de calculer ces rappels et ensuite mobiliser les ressources pour payer ces rappels. Sauf que nous avons constaté qu'il y a eu des gens qui ont travaillé quelque part et puis certains privilégiés sont rentrés en possession de leur rappel. Nous souhaitons que notre administration soit plus juste dans ce que nous faisons, parce que tous les Gabonais sont égaux devant l'administration et devant la loi. Il est anormal, où il faut qu'on me dise pourquoi tel rappel a été payé et pas un autre. Or, lorsqu'on s'assoit avec tout le monde, l'avantage c'est qu'on s'accorde sur les démarches, sur les procédures. Quel regard vous, en tant que partenaire social, vous avez sur le processus en ce qui concerne justement le paiement de ces rappels? Est-ce que vous avez une idée précise sur l'élaboration des dossiers, sur la composition des dossiers? Est-ce que vous êtes sûr que ceux qui n'ont pas perçu leur rappel ont déposé leur dossier à temps et que les dossiers étaient composés de tous les éléments demandés? Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est à l'administration de communiquer parce que ce n'est pas à nous d'aller deviner ce qu'ils font. Nous avons seulement appris qu'ils ont payé des rappels. Sur quelle base? Rien ne nous a été dit. Ensuite, nous avons eu des communiqués, ils disent allez déposer vos dossiers. Mais à quel moment les autres vont être payés? Ce sont ces pratiques que nous dénonçons, que nous disons qu'il faut sortir des pratiques de l'ordre ancien, où on avait l'impression que c'est certains Gabonais qui sont privilégiés de par leur relation avec les uns et les autres. Il faut être transparent dans tous les processus qu'on met en place pour dédouaner le CTRI. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les magouilles, comme vous pourrez observer, on va dire que c'est le CTRI. Mais quelquefois, ils ont seulement donné l'information et que ce sont d'autres personnes qui sont à la manœuvre. Donc nous souhaitons que les autorités prennent le temps de parler avec tous les partenaires, de convaincre tous les partenaires pour dire comment les choses vont se faire. Et les partenaires seront chargés d'aller expliquer à leurs adhérents. Et en ce moment-là, il suffit seulement tout simplement de donner un chronogramme clair que nous allons expliquer. Et nous souhaitons aussi que le gouvernement mobilise les moyens. Et c'est pourquoi je dis que le calcul actuel des rappels est une bonne chose. Il faut qu'ils mobilisent les moyens, comme ils le font pour d'autres domaines. Il faut chercher les moyens pour permettre aux agents publics de rentrer en possession de leurs rappels. Parce que lorsque vous avez de l'argent qui arrive, ça vous donne une accélération dans votre quotidien. On va terminer par notre point toujours en rapport avec l'aspect pécuniaire. C'est le point sur le paiement des vacations quand je pense du baccalauréat. Baccalauréat et l'ENI, il me revient que jusqu'à présent, les vacations du baccalauréat ne sont pas payées, c'est le l'ENI également. Bon, nous nous réjouissons de ce qu'il y a un effort. Et là, c'est l'année scolaire 2022-2023. 2023-2024. C'est-à-dire que les activités se sont déjà déroulées. C'est de l'argent dû. Logiquement, on aurait dû être payé après service fait. Sauf que notre administration n'a pas encore élaboré les mécanismes qui permettent de mobiliser les ressources et nous payer après service fait. Ce qu'ils font, c'est que nous allons aux examens, les services, c'est-à-dire les chargés d'élaborer les vacations, ramènent les fichiers, envoient les fichiers à la DECAF qui transmet aux finances, qui mobilisent maintenant les moyens pour payer les vacations. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des Gabonais qui meurent sans rentrer en possession de leur argent. Donc nous souhaitons que ces mécanismes soient réellement fluidifiés pour que nous puissions rentrer en possession de notre argent le plus rapidement
possible. Et là, c'est un point qui, malheureusement, n'est pas du seul ressort du ministre de l'Éducation nationale ou du ministère, puisqu'il y a d'autres ministères. Oui, c'est essentiellement parce que nous savons que l'Éducation nationale a terminé sa part de travail. Le problème aujourd'hui est situé au ministère des Comptes publics. C'est à eux de mettre les ressources nécessaires pour que les vacations soient payées. Et ça, nous le déplorons également. Parce que nous, ce que nous souhaitons, par exemple, pour cette année, c'est que les vacations déjà, puisqu'on sait, on connaît le nombre de candidats, on saura à un moment le nombre de candidats, que les ressources déjà soient rendues disponibles pour que dès que les examens seront terminés, les enseignants puissent rentrer en possession de leurs ressources. Alain Mwangwadi, on va s'acheminer vers le terme de cette émission, de cet entretien qui doit durer 52 minutes. Vous donnez l'occasion de faire votre conclusion sous forme de bilan de l'année 2024 et peut-être vous projeter une perspective par rapport à l'avenir. Alors, l'année 2024 a été une année paisible. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Malheureusement, le niveau du dialogue, à mon avis, a un peu baissé parce que le rôle du partenariat, c'est de toucher au quotidien les préoccupations des adhérents et d'apporter les réponses à ces préoccupations. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être à cause de nombreuses occupations de Madame le ministre, il n'y a pas un point régulier qui est fait sur les problèmes des enseignants. Nous souhaitons que ces situations soient réellement prises en compte et cela nécessite l'engagement des plus hautes autorités. Si nous voulons donner une éducation de qualité à la jeunesse gabonaise, il faut les moyens qu'il faut pour éduquer les jeunes Gabonais. Quand je prends aujourd'hui, par exemple, le cas de l'enseignement technique, nous n'avons pas d'établissement d'enseignement technique dans toutes les provinces. Il faut bien que l'État gabonais mette tous les jeunes Gabonais dans les mêmes conditions. Il ne faut pas que celui qui veut faire l'enseignement technique à Makokou soit obligé d'aller à Mouila pour suivre une formation de formation professionnelle. Donc il faut que l'État mette les moyens qu'il faut et nous, au niveau de la CONASEM, nous pensons qu'il faut un plan d'action pour restaurer le système éducatif gabonais. C'est-à-dire qu'il faut les moyens pour construire les salles de classe et les établissements en grand nombre, pour construire les laboratoires, pour équiper les établissements, les moyens pour faire fonctionner les établissements, pour recruter les enseignants en grand nombre, pour qu'il n'y ait plus un seul élève au Gabon qui soit mis en difficulté parce qu'il lui manque un enseignant. Il faut que chaque élève gabonais puisse avoir tous les enseignants qu'il faut pour aller au bout de sa formation et réellement aller vers l'introduction de l'APC en introduisant toutes les nouvelles matières qui vont être créées, c'est-à-dire l'informatique, la technologie, et que l'école gabonaise soit l'outil du rapprochement du Gabonais vers sa culture. Parce qu'aujourd'hui, personne n'en parle. Le président de la transition souhaite que chaque Gabonais s'imprègne de sa culture. Mais c'est l'école seule qui peut être le véritable outil pour amener chaque Gabonais vers sa culture. Alain Mwangwadi, merci d'avoir pris part à cette émission, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour faire ce tour d'horizon dans le domaine de l'éducation, le système éducatif gabonais. Merci, on espère vous retrouver l'année prochaine, en 2025, pour une fois de plus apporter votre éclairage sur tous ces défis qui sont donc sur la table de la ministre de l'Éducation nationale. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Maître Noam. Ainsi se referme cette émission. J'avais le plaisir de recevoir Alain Mwangwadi, délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, la CONACYSED. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.